Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas? Cette cousine sur le point de devenir anesthésiste, son courage et ses efforts ont permis la réussite de ses études. Et cette amie, virtuose de la clarinette, ses parents ont eu le bon goût de repérer son oreille musicale alors qu'il était tout petit. Probablement que vous cajolez, vous aussi qui nous écoutez, un talent plus ou moins caché qui fait votre fierté. Et pourtant, cette nouvelle émission du Labo des Savoirs va peut-être bousculer quelques-unes de vos convictions. Et si on se délivrait ensemble de la notion de mérite? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Sophie Orange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de sociologie à Nantes Université et membre du CENS, le Centre nantais de sociologie. À distance, nous sommes en contact avec Sama Karaki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences et fondatrice de Social Brain Institute. Plusieurs bénévoles prennent aussi part à cette émission. Yeltaz. Salut. Julie. Bonjour. Et on aura aussi Pierre en enregistrement. Sophie et Sama, vous travaillez toutes les deux sur nos réussites et nos échecs, ou du moins ce qui fait qu'on les qualifie comme tels. La discussion qui viendra sera l'occasion de décortiquer un système de croyances portant sur les talents, les institutions en charge de nous permettre de les exprimer, ou la façon dont nous sommes ensuite considérés comme aptes ou non à occuper certaines places. On pourrait aussi dire méritants ou méritantes. Vos approches vont nous faire éviter les deux caricatures qui sont souvent invoquées lorsque l'on parle de ce sujet. Considérer que notre histoire se résume à notre cerveau et nos gènes, ou tout réduire aux influences des structures sociales qui nous engluent. La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand ou plus grande? Savoir répondre à cette question est un incontournable, notamment à un âge où l'on s'impatiente de devenir adulte. Une autre ne se pose jamais. Comment rendre concrète cette envie d'être vétérinaire, gendarme, ingénieur, etc. La question ne vient peut-être pas parce qu'il y a des idées très arrêtées sur les domaines où il serait possible de réussir ou non. Idée que nous allons creuser durant cette première partie d'émission. Avant de démarrer l'échange, notre reporter Yeltaz est parti faire le tour des lycées nantais pour recueillir quelques idées sur le sujet. Et oui, Julie. La semaine dernière, j'ai voulu aborder le thème de la méritocratie avec des lycéens et lycéennes de Nantes pour voir quels étaient leurs potentiels a priori sur le sujet. Alors, Sama Karaki, dans vos travaux, vous parlez beaucoup de talent. Ainsi, j'ai commencé par poser aux élèves la question suivante. C'est quoi le talent ? Là-dessus, les sondés sont très partagés entre la vision d'une capacité innée et celle d'une capacité acquise par le travail et l'expérience, à l'image de Jocelyne du lycée Clémenceau. Pour moi, le talent, c'est quelque chose qui est en même temps inné et en même temps qu'on va développer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, découvrir la peinture ou la danse et qui vont être très très douées dans cela, mais grâce quand même à des caractéristiques ou à des qualités qui leur sont propres. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on peut développer parce qu'en travaillant beaucoup, on peut devenir en fait talentueux dans quelque chose. Par contre, elle ne voit pas le talent comme une sorte de don génétique ou héréditaire, seulement un petit truc en plus, un peu magique et à l'origine mystérieuse. Poursuivons à présent avec la question qui fâche. Est-ce que quand on veut, on peut ? Sur ce point, chez les lycéennes et lycéens, la tendance est à l'optimisme, car la réponse est plutôt largement oui. Je peux citer par exemple cet élève du lycée Saint-Félix, fier d'être parvenu à combattre sa dyslexie par l'effort. Cependant, nos sondés n'excluent pas que le chemin soit plus difficile pour certains plus que pour d'autres, comme le remarque Amaury du lycée Guisteau. Moi justement, je pense qu'il y a quand même quelques limites parce que par exemple, on prend le cas de l'école. Si des personnes ont envie de faire des études dans des écoles prestigieuses, par exemple... HEC ? Ouais, ou je sais pas, n'importe quoi, mais ça peut être limitant parce que c'est un certain coût en général. Et par exemple, donc s'il suffit d'aller dans une autre ville pour étudier ou pour aller dans une école, et ben en fait tout le monde n'a pas forcément les moyens de se prendre un appartement ou d'y aller tout le temps ou de se loger. Donc ça peut être compliqué un peu pour tout le monde en tout cas. Il existerait donc une certaine inégalité des chances.
Cela nous amène à notre question phare. Est-ce que nous vivons dans une méritocratie ? Pour cela, je rappelle la définition à nos sondés, mais je leur demande également leur définition du mérite. Alors, selon les lycéennes et les lycéens de Nantes, le mérite se mesure par le travail, ou alors le sacrifice de temps ou d'argent, mais aussi par la volonté ou la détermination. Mais il ne se définit pas par le prestige. Un diplôme obtenu au lycée des Bourdonnières doit pouvoir valoir autant que celui obtenu à l'école alsacienne. Ainsi, pour les personnes interviewées, globalement, on ne vit pas dans une méritocratie, ou bien pas une méritocratie parfaite. Et la principale raison, c'est Soline du lycée Mandela, un lycée international, qui nous la donne. On est dans une égalité des droits, enfin en tout cas on essaie, mais l'égalité des chances c'est encore très compliqué à atteindre. Et la méritocratie est vraiment basée là-dessus, mais c'est un idéal vers lequel on devrait tendre. Voici donc quel serait le principal obstacle à une société méritocratique: l'inégalité des chances. Dans les témoignages recueillis, elle s'accompagnerait de corruption, mais aussi d'une forme de compétition. Selon Fallou, également du lycée Mandela, cette compétition incite à vouloir toujours se positionner au-dessus des autres, tuant dans l'œuf cet objectif d'égalité des chances. Mais au fond, cette méritocratie est-elle réellement une utopie pour laquelle combattre ? Bien que les réponses soient très majoritairement positives sur cette dernière question, je vous propose les ouvertures de 2 lycéennes, à commencer par Colette, elle aussi au lycée Mandela. Et je pense que c'est une société un peu idéale qui n'existe nulle part. Et en même temps, si elle existait, est-ce que ce serait tout aussi bien? Parce que est-ce que les personnes qui ont les meilleurs diplômes sont vraiment celles qui méritent, qui sont les plus méritantes? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bons dans des choses qui obtiennent des petits diplômes et des gens qui sont très bons dans des trucs de très grands diplômes. Et je ne sais pas si c'est les personnes qui ont les plus grands diplômes qui sont vraiment les plus méritantes de la société. Dans cet extrait, Colette reprend bien ce que nous disions plus tôt. Pour assurer l'égalité des chances, le mérite ne doit pas être synonyme de prestige ou bien d'élite. Pour finir, j'ai également noté la conclusion de Rosalie, élève de première au lycée Guisteau, qui émet une autre limite chez la méritocratie. D'après elle, celle-ci n'est qu'une injonction à réussir, là où les critères de réussite sont trop étroits: faire de grandes études, puis occuper un poste à responsabilité. Ainsi, il existerait une culture de la méritocratie qui condamne chaque génération à devoir se battre pour se conformer à une carrière prédéfinie, symbole de réussite. Encore une fois, la solution se trouve dans le sens que l'on donne au mot. C'est quoi en vrai réussir sa vie ? Merci Yeltes pour cette chronique. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être partagé? Peut-être Sama pour commencer? J'ai l'impression que tout a été dit, pas par la même personne, mais si on rajoute un peu, on voit qu'il y a une évolution d'une critique qui, une fois qu'elle comble un point aveugle de l'illusion méritocratique, elle en trouve un autre. Donc il y a à la fois cette promesse de la méritocratie qui peut paraître comme un idéal et qu'on pense qu'elle n'est pas atteinte, et que par contre il faut tendre vers la méritocratie. Et puis en fait, il y a cette limite que même si on l'atteint, elle souffre quand même de plusieurs limites, dont celle de la distinction des méritants, des gagnants de ce système comparé aux perdants, ce qui a été très bien décrit par Michael Young, qui est à la base du terme méritocratie dans sa dystopie, l'ascension de la méritocratie, qui montre qu'au final, ça ne fonctionne pas parce que les personnes qui sont considérées battues par ce système vont toujours finir par se révolter contre cet ordre social. Et puis aussi, c'est qu'elle positionne en effet une jauge unique de réussite avec un jeu dans lequel il faut tous qu'on joue, donc en fait qu'on joue, et puis en fait il y a des gagnants et des perdants à ce jeu-là. Bien sûr, après on peut replonger un peu dans cette histoire, peut-être, et puis dans l'histoire de cette méritocratie, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que cela différencie des autres façons d'organiser une société comme l'aristocratie, ou peut-être d'autres utopies à quelles on peut penser. Merci. Est-ce que Sophie Orange, vous souhaitez rebondir? Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les lycéens et les lycéennes. C'était vraiment intéressant. Peut-être 2 directions qui m'ont semblé particulièrement pertinentes. C'est d'abord, dans un premier temps, cette distinction entre ce qui est de l'ordre de l'inné et puis de l'acquis. Alors après, on voit que même quand les choses sont acquises,
les lycéens et les lycéennes considèrent que c'est quelque chose qui est encore propre à chacun, qui est lié à une individualité particulière. Donc peut-être que là, je n'irai pas avec eux dans cette direction et puis je mettrai plus de social dedans. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'était aussi cette question de la reconnaissance en fait du mérite, c'est-à-dire comment l'école, qui est quand même une institution centrale dans nos sociétés, de plus en plus, qui prend une place de plus en plus importante, ça les jeunes en ont bien conscience, c'est-à-dire que les places qui vont être les leurs dans l'espace social, ça va être fonction de leur parcours dans cette institution particulière qui a le monopole en fait quasiment de la délivrance des places sociales. Eh bien, comment est-ce que l'école reconnaît ou non ce travail? Comment l'école ou non reconnaît l'implication de chacun? Et là, effectivement, il va y avoir quelque chose qui se joue entre un discours du mérite, un discours du travail, et puis finalement des choses qui vont être valorisées, des caractéristiques qui vont être valorisées, qui tiennent peut-être à d'autres choses et qui là sortent de cette définition réelle du mérite. Tout à fait. Alors, je me permets de revenir sur cette notion de l'inné et l'acquis. On l'a entendu au début de la chronique et notamment certains témoignages en parlaient. Sama Karaki, vous, lors de votre cursus, vous avez étudié les capacités d'apprentissage du rat. Donc là, l'idée, c'est pas de trancher sur cette question sur l'inné et l'acquis. Est-ce que vous avez quand même tout de même des éléments de réponse à cette question? Est-ce qu'il y a un gène du talent? Alors, bien sûr que c'est un débat qui est très, très vieux et qui a toujours été très animé. On ne se pose plus les mêmes questions aujourd'hui par rapport à l'inné et l'acquis. C'est-à-dire que on est, toutes disciplines scientifiques confondues, on sait que ce qui nous compose a une part génétique qui est en fait façonnée par le vivant. Donc en fait aussi il y a cette confusion entre l'inné et les biologiques, c'est-à-dire qu'on dit, enfin, le biologique, il est aussi façonné par le social. Donc il n'y a plus cette séparation, ni cette addition, parce qu'il y a eu aussi ce concept que à quel point on est inné, à quel point on est acquis, comme si c'était une addition. Donc on est dans une vision plus dynamique aujourd'hui, avec, pour le simplifier, l'idée selon laquelle, d'une manière innée, c'est-à-dire d'une manière génétique, on est câblé pour être façonné par le vivant, pour être façonné par les environnements et aussi par l'expérience particulière, singulière qu'un être peut avoir, qui donc finit par faire une interaction entre ce qu'il a comme bagage génétique, l'interaction de ce bagage, son actualisation par le social, comme disait Sophie, et puis aussi bien sûr le hasard qui fait que cette interaction, elle est extrêmement singulière et complexe à démêler. Donc la question n'est plus de savoir donc s'il y a quelque chose qui est inné ou quelque chose qui est acquis, mais c'est de savoir comment expliquer un phénotype donné, qu'on peut dire par exemple un talent donné. D'ailleurs, il y a un ou une lycéenne qui a dit qu'il y a deux façons de le voir, est-ce que c'est le potentiel ou est-ce que c'est l'expression d'une compétence donnée, d'une performance donnée. Donc si je prends cette performance donnée, par exemple quelqu'un qui jouerait très bien de la musique, et la question serait, est-ce que je peux expliquer cette performance supérieure, hein, parce qu'il y a toujours quand même dans cette idée-là une obsession de la hiérarchie, supérieure à son groupe, qui peut être ramené, qui peut être renvoyé à un potentiel d'origine. Et c'est là, en fait, où la méritocratie peut s'effondrer parce que le talent d'origine n'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une graine comme ça quelque part de musicien. Il n'y a pas une graine de scientifique, il n'y a pas une graine d'entrepreneur, et puis après on l'arrose et elle le devient. C'est des phénomènes qui sont polygéniques et qui sont multifactoriels. Et en fait, donc, ça devient un peu absurde de revenir à cette obsession monogénique de chercher le gène d'eux. D'ailleurs, même les généticiens les plus
les plus fervents défenseurs d'aller chercher la part génétique de ce que nous sommes, ils se sont beaucoup éloignés, enfin ils se sont distanciés même de cette approche, et ils cherchent aujourd'hui des signatures polygéniques, donc de scores polygéniques, c'est-à-dire voilà, liés à des expressions de milliers de gènes qui peuvent être corrélés en quelque sorte à un phénotype donné. Donc voilà, donc il y a plusieurs niveaux pour que cette méritocratie s'effondre. D'abord, c'est le fait qu'elle s'assoit sur une société qui hiérarchise les gens selon leur mérite. Le mérite est une somme en quelque sorte du talent potentiel actualisé par l'effort, et ça a été encore une fois dit par les lycéens et les lycéennes, par les vertus, par la volonté, c'est ça, si je veux. Donc il y a le talent, plus l'effort, plus la persévérance, la volonté, et voilà. Et qu'en fait, même ça s'effondre parce que ce potentiel, il n'existe pas comme on l'imagine comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas le potentiel de musicien, le potentiel de quelqu'un qui réussit l'école, par exemple, parce que c'est très multifactoriel. Oui, si on repart du coup sur un autre niveau, donc si on réfléchit à cette multifactorialité et la manière dont ça peut s'exprimer, donc là je vais revenir sur le plan plutôt social. Vous, Sophie Orange, durant votre thèse, vous avez étudié ce qui poussait des jeunes à aller à intégrer des formations en BTS. Est-ce que c'est une question d'aptitude ou de potentiel selon vous ? Non, alors ça va pas être une question d'aptitude ou de potentiel, ça va être effectivement une question sociale, à la fois par l'environnement familial et puis le rôle de l'institution scolaire qui va finalement générer des aspirations chez les individus. Donc moi, je prends vraiment les choses à l'envers, c'est-à-dire que pour moi, les jeunes, ils n'ont pas de vocation, mais on leur met des vocations en eux, en fait. Et par exemple, pour revenir sur cette question du talent, moi, samedi dernier, j'étais en train de préparer cette émission, samedi soir, et j'ai regardé The Voice pour voir si, effectivement, il y avait des talents particuliers. Alors, il y en a qui sont vraiment plus talentueux que d'autres pour chanter. Et puis, alors, après, on regarde le reportage sur d'où ils viennent, comment ils se sont préparés. Alors, souvent, enfin, la majorité des cas, ils chantent depuis toujours, hein. Et puis après, on découvre que papa était musicien, maman était musicienne, maman a offert un violon à l'âge de 3 ans, etc. Donc, on voit que finalement, en fait, les choses, elles sont un peu jouées déjà avant et que finalement, voilà, il n'y a pas vraiment de naturalité du talent, mais qu'il y a effectivement une construction sociale et que suivant la famille dans laquelle on va naître, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes chances, effectivement. Et après, une deuxième chose qui me paraît importante sur cette reconnaissance du mérite, on dit effectivement, et j'ai trouvé ça très intéressant, les témoignages des lycéens et des lycéennes sur le fait que finalement, on pouvait un peu jouer sur ses aptitudes, en tout cas qu'on pouvait travailler les choses en faisant des efforts, en travaillant. Donc ça, je trouve ça très bien que effectivement ils et elles y croient, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout n'est pas joué d'avance et qu'effectivement même les filles elles peuvent réussir en mathématiques et c'est pas parce qu'elles sont des filles qu'elles peuvent pas réussir. Donc ça, c'est important de le dire. Par contre, il y a un petit problème en face, c'est-à-dire que l'école, elle reconnaît pas le mérite et les efforts de la même manière. Et on est encore dans un système scolaire où finalement, on va aimer les gens qui réussissent, mais de manière un peu magique. C'est-à-dire où ça ne se voit pas trop qu'ils travaillent, où ça ne se voit pas trop que c'est besogneux. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, vous l'avez dit, j'ai travaillé sur les BTS, j'ai travaillé aussi sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Et là, en fait, ceux qui réussissent le mieux au concours des grandes écoles, c'est ceux et celles chez qui, finalement, l'effort ne se voit pas. On n'a pas l'impression que c'est difficile, on n'a pas l'impression qu'il y a du travail. On cherche des gens qui ont de l'intuition, on cherche des gens qui ont du talent, effectivement, et chez qui il y aurait cette chose un peu magique. Et on voit, et ça se voit de manière très concrète, dans les bulletins scolaires, besogneux, du travail, méritant. Mais ça, c'est jamais des qualificatifs qui sont valorisés, en fait, par l'école. C'est effectivement quelque chose qu'on reconnaît, mais ce n'est pas quelque chose qui est le plus valorisé, qui va être considéré comme un signe de l'excellence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tension entre ce discours et cette idéologie du don, qui est bien tenace, en fait, encore dans le système scolaire. Et effectivement, des enseignants et qui ont raison, et des parents qui ont raison, et des
lycéens et lycéennes qui ont raison à dire qu'on peut changer un peu l'ordre des choses en travaillant. On peut effectivement accéder à des compétences par le travail parce que c'est comme ça qu'on y accède. Mais en même temps, eh bien, l'école ne reconnaît pas ce travail, en fait, va le reconnaître, mais va l'encoder de manière moins positive, en fait, qu'une réussite qui ne se voit pas, où ça paraît naturel, en fait. Et qu'est-ce que ça implique, ça, du coup, par la suite, dans leur parcours scolaire, par exemple ? Ça implique que ça va être des orientations scolaires qui vont être différenciées, en fait, parce qu'au moment, par exemple, dans des moments comme les conseils de classe, on va considérer que certains élèves ont peut-être moins de chances de réussir dans certaines filières, notamment les plus prestigieuses, parce que peut-être que ça va être trop difficile pour eux, parce qu'ils sont trop dans la besogne, dans le travail, dans l'effort. Là où chez d'autres, alors, comme par hasard, chez les élèves qui sont de milieux sociaux plus favorisés, on va considérer qu'eux ont plus de potentiel. Ils vont avoir davantage de chances de réussir, comme si il allait avoir un talent qui allait éclore. Et tout ça est toujours très situé socialement. C'est-à-dire que ces discours du mérite, de l'effort sont le plus souvent portés sur les élèves des classes populaires, des classes moyennes inférieures, on va dire. Et puis ce discours du potentiel, du don, ça va être davantage les élèves de catégories favorisées. J'avais justement une question sur le type de profil en fait d'élèves qui fréquentent des BTS ou des classes préparatoires. Alors je reviens un petit peu en arrière, mais dans les réformes actuelles, il y a un poids énorme qui est mis au niveau de l'individu et donc de chacun et chacune des élèves pour s'orienter, savoir ce qu'on veut faire, s'inscrire quelque part, etc. Et finalement, c'est pas du tout si individuel ou si individualisant que ça, à vous entendre. Il y a tout l'environnement scolaire et familial en fait qui prend part là-dedans et qui impacte finalement le parcours scolaire. C'est pas du tout. Donc, on pourrait peut-être imaginer, je sais pas, des conseils où il y a plusieurs personnes et pas forcément que l'élève pour un peu distinguer ce qui relève à la fois de l'héritage familial, on peut dire ça, de l'environnement scolaire et ce que veut vraiment en fait l'élève pour son avenir. C'est effectivement quelque chose qui est très difficile à démêler parce qu'effectivement, on est dans un discours actuel du choix éclairé. Donc, on demande aux élèves d'être au plus près de leur goût personnel. Et en fait, le problème, c'est que les goûts personnels, ils ne sont jamais personnels. Ils sont toujours façonnés, travaillés par le milieu social d'où vous venez, par les expériences qui ont été les vôtres en fonction de votre origine sociale. Donc, effectivement, vous n'avez pas forcément eu la chance de rencontrer un vétérinaire, de rencontrer un golfeur, de rencontrer une cantatrice quand vous étiez jeune, et donc forcément ça va avoir des effets. Donc plus on va individualiser, moins on va individualiser finalement, et moins on va ouvrir les chances. Donc il vaudrait mieux tirer au sort finalement les parcours scolaires, et ce serait finalement peut-être plus juste. On va conclure cette première partie là-dessus. Merci beaucoup. La discussion reprendra après Philovite de School of X. Stuck inside my chest. My head is never gonna rest. The meaning got erased, only dumb tone. I'm left with myself on the sidewalk. All I ever wanted was to feel of it. Take me back tonight for the feel of it. Knocking down doors.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. De retour en studio en compagnie de Sophie Orange, professeure de sociologie à Nantes Université, et de Sama Karaki, docteur en neurosciences. Dans la première partie de cette émission, nous évoquions l'idée que nos aptitudes ne sont pas totalement innées. Il est donc possible de les développer, voire d'en acquérir, et c'est notamment dans ce but que l'on va à l'école. L'école est l'une des institutions qui nous transmet des modes de fonctionnement reposant sur l'idée de mérite. C'est d'ailleurs l'un de ses principes, récompenser l'effort et le travail tout en restant insensible au milieu d'où l'on vient, du moins sur le papier. Alors, on a commencé un peu à évoquer ce sujet tout à l'heure, notamment suite au témoignage des lycéens. L'image que l'on a de l'effort se résume dans cette phrase qui revient très souvent, quand on veut, on peut. Alors, Sama Karaki, est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'on peut mesurer les effets des efforts? Déjà, bien sûr, l'idée qu'un lieu peut neutraliser les différences de conditions et donc prétendre à une égalité des chances, c'est une illusion. Même quand on dit qu'on tend vers on tend vers une école qui neutralise les différences de conditions, c'est très 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 compliqué, quasi impossible de le faire parce que les facteurs qui vont conditionner les capacités d'apprentissage s'infiltre déjà dans l'utérus. C'est de se dire qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont invisibles, des fois visibles, et qui vont ensuite aussi interagir avec l'école parce que les pratiques parentales, par exemple, ont une interaction directe avec les stratégies éducatives et qui font il n'y a pas d'égalité des conditions des élèves arrivant, même s'ils ont des potentiels différents. Parce qu'on peut aussi, en acceptant que les élèves ont des potentiels différents, dire OK, vous arrivez avec ces potentiels et maintenant vous allez les actualiser avec de l'effort. Ce qui, des fois, n'est pas pris en compte, c'est que même la nature de l'effort, elle est située socialement. C'est par exemple, tout à l'heure, Sophie, vous disiez que dans les classes favorisées, on va plus faire appel à la notion du don parce qu'ils paraissent comme s'ils acquéraient de la connaissance d'une manière beaucoup plus aisée, en quelque sorte. En fait, ce qui se passe, c'est que l'effort n'a pas de sens en lui-même, c'est comment on fait cet effort. C'est-à-dire les dispositifs et les stratégies d'apprentissage sont aussi situés socialement. La façon, justement, là tout à l'heure, quand vous disiez d'avoir dans sa vie des modèles, d'avoir dans sa vie une circulation d'un certain vocabulaire, ce que Bourdieu appelle l'habitus, ou ce que Agnès van Zanten, qui est une sociologue aussi de l'éducation, va en fait analyser qu'est-ce qui se passe dans le foyer, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer qui est justement dû à des différences de classe sociale, de capitaux culturels ou symboliques, et qui fait qu'en fait, on va fournir un effort, mais qui n'a pas la même forme que cette besogne qu'on va, que ce travail ardu qu'on va plus observer. Et donc, en fait, vous voyez que là, même le potentiel, il est conditionné par des facteurs sociaux. L'effort lui-même, il est conditionné par des facteurs sociaux. Et aussi, cette persévérance, cette volonté, elle est aussi conditionnée par des facteurs sociaux. Ça veut dire quels sont mes désirs, qu'est-ce que je crois pouvoir désirer, c'est aussi conditionné par des facteurs sociaux. Et ça, c'est quelque chose que les sociologues ont très bien établi et que les neuroscientifiques aussi peuvent aujourd'hui montrer que nos préférences, nos motivations, nos désirs, cette volonté, cette persévérance, c'est aussi quelque chose qui est façonné, construite comme tout autre apprentissage. Et donc, voilà, toutes ces dispositions qu'on croyait être présentes chez l'individu, en fait, on se rend compte qu'elles sont façonnées d'une manière très différentielle. Donc, l'école ne peut plus prétendre à pouvoir mesurer un mérite parce qu'elle n'a pas cette information de base, c'est que d'où partent, avec quelles conditions partent les élèves qu'on est en train d'évaluer. Donc vous disiez que les neuroscientifiques arrivent aujourd'hui à l'illustrer. Est-ce que vous auriez par exemple une situation, un cas d'étude sur ce sujet?
Alors, en fait, si toutes les études qui, par exemple, s'intéressent au système de récompense, qui est le système de récompense, c'est en quelque sorte, c'est le moteur qui permet de maintenir notre attention, ce qui est une clé pour l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait que je vais tourner mon attention sur un objet plutôt qu'un autre? Donc, on dit qu'il y a une motivation qui précède cette attention, qui va diriger mon attention sur un objet plutôt qu'un autre. Et quand on étudie ce rapport entre la motivation et l'attention, et vous avez compris que ce qui vient après, c'est la fonction exécutive qui permet soit d'apprendre, soit d'actualiser une connaissance, et ben, cette motivation, elle est conditionnée par des préférences qui sont dues à des expériences passées. Ça veut dire, par exemple, on va être plus motivé dans des environnements qui sont familiers, dans lesquels on se sent appartenir. Si je suis en train de résoudre une anxiété, l'énergie qui est nécessaire pour que je puisse en quelque sorte nourrir cette attention, elle est dispersée ou elle est en tout cas gaspillée par la résolution d'une autre anxiété. Donc en fait, les neurosciences nous montrent le cerveau comme un objet qui est limité par ses capacités énergétiques. Ils nous montrent l'attention comme étant aussi une denrée très limitée. Et donc, si je suis en train de résoudre des anxiétés qui sont liées à mes conditions de vie, je ne suis pas en mesure de fournir cette volonté, de fournir cette motivation pour avoir de l'attention. Donc ça, c'est au niveau de ce qui se passe le jour même dans une salle de classe. Mais même au niveau de ce qui construit mes préférences, on va se rendre compte que nos préférences vont en fait vont souvent être tournées vers une forme de conformité. Donc en fait je suis beaucoup plus attirée par ce qui est conforme, voilà, à ce qui me ressemble en quelque sorte. Donc là aussi, je reviens à ce que disait Sophie, cette idée d'appartenance sociale à quelque chose, qui voilà, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des personnes qui font des prépas dans ma famille. Donc ça fait que je me conforme à ce modèle d'une manière beaucoup plus aisée. Je n'ai pas donc voilà, donc c'est ce qui, c'est un champ sémantique en quelque sorte qui est présent dans mes représentations. Bah, justement, je me permets une petite pirouette en parlant d'anxiété. Chez les lycéens, une source d'anxiété, c'est Parcoursup. Tout à l'heure, on évoquait un petit peu voilà, la personnalisation des parcours. Est-ce que, Sophie Orange, vous avez l'impression que justement la mise en place de cette plateforme qui, à la base, justement, devait permettre de limiter le recours au tirage au sort et donc de permettre une meilleure définition, une meilleure personnalisation, est-ce que les promesses ont été tenues? Ah, je ne sais pas si les promesses ont été tenues, je ne sais pas si je le dirais comme ça dépend quelles étaient les intentions en tout cas de ceux qui ont porté cette plateforme. On est effectivement dans une plateforme qui a cherché à rompre avec le tirage au sort, ça c'est une chose, et puis à aller aussi dans le sens de l'individualisation, on en parlait tout à l'heure, essayer de donner plus d'informations aux lycéens et aux lycéennes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il faut faire plus de pédagogie. Un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes sont désorientés. Il faut mieux les informer. Sauf que là, en fait, on a une plateforme qui donne énormément d'informations, qui dessine un espace de l'enseignement supérieur extrêmement complexe. Pour chaque formation proposée sur Parcoursup, vous allez avoir des indicateurs. Quels sont les pourcentages d'accès en fonction de votre profil scolaire? Quels sont les pourcentages de chances de réussite en fonction de votre profil scolaire, etc. Donc, effectivement, a priori, on a le sentiment que le choix, il va être éclairé. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un choix en connaissance de cause, un choix rationnel. Sauf que le problème, c'est que face à ces choix, eh bien, c'est ce qu'on disait à l'instant, on n'est pas égaux, en fait, en fonction de notre appartenance sociale. Et vous allez avoir une différence forte entre ceux qui ont les codes sociaux pour décrypter, en fait, ces informations et puis surtout pour passer outre ces informations. C'est-à-dire, oui, OK, j'ai ces informations-là, mais moi, eh ben, je prends le risque, malgré tout, d'aller dans cette filière-là, même si j'ai peu de chances de réussite, parce que derrière, j'ai une famille qui est capable de supporter justement cet échec, de financer une année supplémentaire, de financer un logement ailleurs, etc. Et puis, à côté de ça, vous avez des élèves qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément les ressources, qui vont essayer de se conformer effectivement davantage aux prescriptions scolaires. Donc ça, c'est vrai que, par exemple, ça va être les familles populaires vont davantage accepter les verdicts scolaires et donc vont se conformer à ces risques-là.
et vont s'auto-censurer sur certains projets parce que il y a effectivement des probabilités plus fortes qu'ils échouent ou qu'elles échouent. Et donc voilà, donc là, ça va avoir des effets, des formes d'inégalité très fortes entre les lycéens, là où on pourrait envisager un système d'orientation qui soit davantage supporté collectivement, c'est-à-dire que l'institution supporte le coût de l'échec et autorise effectivement de se tromper, autorise de se réorienter, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, on a vraiment un système avec Parcoursup qui va individualiser les choix. Et donc, en individualisant les choix, on individualise aussi les risques et les échecs. Et en gros, si vous échouez, c'est votre responsabilité, c'est votre problème et on ne va pas le prendre en charge de manière collective. Donc ça, je trouve que c'est un effet qui est extrêmement inégalitaire en fait sur les parcours en fonction des origines scolaires. Et les origines scolaires, on ne l'a peut-être pas dit, mais les origines scolaires sont des origines sociales aussi, puisque les élèves dans le système scolaire au collège et au lycée se distribuent pas de manière égale en fonction de leur origine sociale, de leur milieu social d'origine. Et effectivement, les voies professionnelles sont davantage des voies où on va trouver des élèves de milieux populaires. Vous évoquiez la possibilité de mutualiser un peu les risques ou du moins de réduire la portée des choix individuels. Est-ce que vous pourriez un peu développer peut-être ou donner un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler? En tout cas, ça pourrait ressembler à faciliter la possibilité de se réorienter dans l'enseignement supérieur, par exemple, et donc moins stigmatiser tout ce qu'on considère actuellement comme des échecs ou des abandons en première année d'université qui sont en fait des moments de réorientation parce que les étudiants et les étudiantes ne savent pas ce qu'ils voulaient faire et profitent de la première année finalement pour aller vers une autre filière ou pour préparer un concours. Donc voilà, c'est donner effectivement des moyens aux étudiants et aux étudiantes d'avoir la possibilité de prendre le temps de découvrir d'autres choses, d'ouvrir leur espace des possibles. Alors ça passe par des moyens supplémentaires, effectivement, pour faire en sorte que les étudiants et les étudiantes ne soient pas en train de travailler à côté pour financer leurs études, que les coûts d'inscription dans les écoles ou dans les universités soient le plus bas possible pour effectivement permettre ce temps un peu long en fait de découverte et encore une fois d'ouverture un peu de l'espace des possibles. Oui, finalement, c'est d'arrêter de considérer que le fait de pas vraiment savoir ce que l'on veut faire ou d'avoir besoin de temps pour construire son parcours soit considéré comme un échec. Là où finalement, d'autres personnes dans des milieux plus aisés ont déjà ce travail qui est fait de manière implicite grâce aux rencontres qu'ils peuvent faire ou grâce à leur ouverture sur d'autres activités extrascolaires. Oui, qui est déjà fait ou peut-être à qui on laisse plus de temps aussi pour le faire parce que jamais on demande à un élève qui rentre en classe préparatoire aux grandes écoles ce qu'il veut faire plus tard. On ne lui demande pas d'avoir un projet professionnel précis. Par contre, on demande à un élève qui est en difficulté scolaire au collège ou au lycée de trouver très vite un projet professionnel pour pouvoir aller dans une filière professionnelle qui ira directement à ce métier-là. Et en fait, des échecs et des réorientations, on en a aussi après les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais encore une fois, ils ne sont pas encodés de la même manière. C'est pas pareil. Voilà. J'ai l'impression que ce qu'on se dit, ça résonne avec une partie du propos justement de votre ouvrage Samakaraki. Dans Le talent est une fiction, vous évoquez le poids des mentors, le poids des soutiens lors de l'activité d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus? Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire Sophie? Oui, alors il y a deux capitaux qu'on peut mentionner, c'est celui informationnel et l'autre affectif en quelque sorte. Ça veut dire, le premier, c'est de savoir où s'orienter, ça veut dire de savoir pourquoi cette voie, à quoi elle peut mener, quand est-ce que candidater, qu'est-ce qu'il faut avoir comme préparation pour aller passer un concours. On sait aujourd'hui, par exemple, que qu'est-ce que évalue un concours? C'est la capacité à aussi comprendre une forme de compréhension verbale autour de ces tests et qu'on peut s'entraîner à passer des concours et que cet entraînement, bien sûr, comme Sophie le rappelait, il est fait d'une manière très différentielle, écrasé par le facteur déterminant de la classe sociale. Et donc, il y a aussi celui qui est affectif, chose d'ailleurs que souvent les personnes issues de classes favorisées
ils disent oui, mais qu'en est-il du capital affectif? On n'a peut-être pas été aussi aimé et que c'est central. Certes, le soutien social a été largement étudié, surtout chez les sportifs. C'est en effet des capitaux qui vont en fait, si vous voulez, si on place la classe sociale, tous les autres découlent de ce premier privilège, hein, parce qu'avec avec des moyens économiques, on peut avoir accès à la connaissance, aux informations, mais aussi on peut avoir accès au soutien. C'est-à-dire, si en absence des parents, on va avoir d'autres formes de soutien. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège et Sophie le rappelait bien, ça veut dire que une fois qu'on a reconnu que les personnes, les individus n'ont pas tous accès à ces capitaux d'une même façon, est-ce que la solution serait d'ouvrir des passerelles? Est-ce que la solution serait de donner ces informations à tout le monde pour que tout le monde puisse passer une compétition juste? Ou est-ce qu'il ne faut pas aussi rappeler que, à défaut d'une égalité des chances, est-ce qu'on ne peut pas penser à ce que François Dubé appelle une multiplicité des chances? Ça veut dire que plutôt que ça soit juste une compétition qu'on passe une fois, et Sophie le disait aussi avec d'autres mots, ça veut dire qu'il y ait la possibilité de se réorienter. Parce que si tout le monde passe avec des gabarits qui ne sont pas égaux et avec des privilèges qui ne sont pas égaux, le même concours dans la vie à un même moment, ça ne fait que creuser les inégalités. Alors que une solution, hein, parce qu'on n'a toujours pas résolu le problème central, qui sont les inégalités, parce que ce ne sont que des façons de dire que fait-on, que pouvons-nous faire avec l'école et l'insertion professionnelle aujourd'hui, avec le fait que nous avons autant de disparités et autant des inégalités entre les personnes et entre les régions et même avec des diplômes égaux, ça veut dire même à la sortie de Sciences Po ou de HEC, tout à l'heure, ça a été dit. Donc, par exemple, surtout pour le cas de HEC, il y a une thèse qui a été publiée à la fin de l'année dernière qui montrait que à la sortie de HEC, avec un même diplôme, ce n'est pas la même insertion professionnelle si le père a fait HEC. Et donc, en fait, on voit que même si on fait tout comme il faut, si on passe les passerelles et on va à Sciences Po, on ne résout pas d'abord le problème de légitimité, le sentiment de se sentir légitime au sein de ces sphères, et après, en fait, tous les réseaux sociaux qui finalement est central pour qu'on puisse aussi commencer notre insertion professionnelle. Donc là, Sophie, elle parlait d'avoir dans sa famille un golfeur, tout ça, et là, se dire avoir dans sa famille quelqu'un qui lui dit « viens faire un stage, viens, je vais te dire, je connais la personne qui est dans le jury ». Et c'est pas qu'on va faire les choses par la porte derrière, mais ça veut dire qu'on va avoir encore une fois accès à des codes qui vont être réservés. Et là, c'est sûr que ça a été largement étudié, surtout dans des parcours qui sont un peu incertains, comme les parcours artistiques, où il y a beaucoup de subjectivité qui est couverte d'objectivité, qui se prétend objective, mais qui est en fait qu'on va, ça c'est, je pense au film le concours de Claire Simot, aux Beaux-Arts, où je pense que c'est Beaux-Arts ou je ne sais plus quelle école d'art, où elle montre en fait l'absurdité des sélections qui se font selon des critères qui finalement, en fait, des critères de parenté de classe en quelque sorte, et que les personnes qui sont en train de juger ne se rendent même pas compte de leur biais. Justement, biais, le mot est lâché. L'attribution du mérite est un des biais que un de nos bénévoles, Pierre, a étudié. Pierre, tu vas nous parler de la croyance en un monde juste. Obtient-on ce qu'on mérite ou mérite-t-on ce que l'on obtient? Tout à fait, Jérémy. Vous conviendrez que personne ne mérite d'avoir un accident de voiture, de contracter une maladie, d'être agressé ou de tomber dans la pauvreté. Et pourtant, qui n'a pas déjà entendu des phrases aussi anodines que « quand on veut, on peut, moi j'ai trimé pour avoir ce job » ou, plus grave, mais néanmoins tout aussi fréquente, « les chômeurs, c'est fainéant, ils avaient qu'à traverser la rue ». D'où vient ce besoin d'émettre un jugement sur des personnes qu'on ne connaît pas dans des situations souvent complexes? C'est la question que se sont posées Melvin Lerner et Caroline Simmons, psychologues sociaux, en 1966. 3 ans avant, Lerner était tombé sur les résultats de la désormais célèbre expérience de Milgram, qui se déroule ainsi.
un participant est désigné professeur et sous les ordres d'un expérimentateur, il va devoir envoyer des chocs électriques de plus en plus forts à un élève s'il répond mal à des questions simples. Si le professeur ne suit pas les directives de l'expérimentateur et refuse plusieurs fois d'infliger la punition, l'expérience s'arrête. 62% des testés vont continuer jusqu'à un niveau maximum d'intensité électrique, soit une dose mortelle. Heureusement, expérimentateurs et élèves sont des acteurs et la décharge est fausse, donc il n'y a aucun blessé. Revenons à notre Melvin. Il a décidé de reproduire ses expériences, mais cette fois les participants ne seront ni les professeurs, ni les élèves, ni même les expérimentateurs, tous joués par des acteurs, mais bien les observateurs de la scène. Son but, savoir si de l'extérieur on peut penser « l'élève mérite ce qui lui arrive ?» Melvin Lerner récolte alors les réactions des observateurs en leur présentant des reproductions vidéo de ces scènes d'une profonde injustice. Plusieurs cas de figure ont été testés, mais je vais parler de 2 grandes possibilités laissées aux spectateurs. Soit ils sont impuissants, soit ils peuvent agir en s'assurant par exemple que la victime obtiendra une compensation financière. Laisse-moi deviner. Si on ne peut rien faire, on va plaindre la victime, alors que si on peut lui donner une compensation, on va considérer qu'elle est méritante ? Malheureusement, c'est l'inverse. Plus un observateur est impuissant, plus son évaluation de la victime sera sévère. Au contraire, si l'observateur est actif, le sentiment d'injustice sera moins grand et il jugera avec plus d'indulgence. L'effet observé dans cette expérience est décrit par Lerner comme la croyance en un monde juste. Je dis croyance, mais il s'agit plutôt d'une motivation. Elle conforte l'idée qu'on a le contrôle sur ce qui nous arrive. Depuis l'enfance, on signe une sorte de contrat personnel qui consiste à dire « si je fais un effort, je mérite une récompense, un retour positif ». Et on pense que tout le monde joue avec les mêmes règles. Quand on est témoin de situations d'injustice qui mettent à mal ce contrat, il est difficile de rationaliser. C'est pourquoi nous mettons en place des systèmes de défense pour garder notre motivation intacte. Et on se dit, si j'avais été dans la même situation, j'aurais sans doute pas fait les mêmes erreurs. Tu viens de décrire un biais que chacun semble partager. Mais est-ce qu'un biais personnel, comme celui-là, peut avoir un impact sur tout un groupe ? Eh oui, ça peut arriver. Parmi les conséquences directes de ce genre de biais, il y a l'impossibilité de réfléchir aux causes de nos malheurs, ou même la culpabilisation des victimes. On risque de justifier un acte de violence sexiste et sexuelle par le comportement de la victime, d'accabler le fumeur pour son cancer du poumon, de critiquer le chômeur pour sa soi-disant passivité, bref. Plus les causes sont éloignées de soi ou difficiles à influencer, plus l'observateur va être enclin à juger négativement les victimes. Vu comme ça, ce n'est pas très positif comme concept. Mais je me demande, est-ce un biais inné ? Est-ce qu'on serait méritocrate dès l'enfance ? Non, heureusement. Comme beaucoup de biais cognitifs, ils sont acquis socialement. Chez les enfants, on a même l'effet inverse. Des chercheuses ont pu observer que plus un enfant souscrit à la croyance en un monde juste, plus il va se battre contre les injustices, notamment dans le contexte du harcèlement scolaire. Plus on vieillit, plus on comprend qu'on n'a pas le contrôle sur notre environnement. Alors comment, en tant qu'adulte cynique, on peut garder cette impression de contrôle ? Eh bien, la prochaine fois qu'on rencontre une personne sans abri, par exemple, on peut essayer de suspendre notre jugement. Il est sans doute plus utile de prendre en compte tous les facteurs qui l'ont menée à sa situation et finalement se dire qu'elle ne mérite pas, mais plutôt qu'elle est victime. Et une victime, il faut l'aider. On peut agir à n'importe quelle échelle, familiale, amicale, associative, politique même. Agir pour effectivement rendre le monde plus juste et éviter que la croyance de nos enfants ne reste vaine utopie. Merci à Pierre Martin pour cette première chronique au Labo des Savoirs. Toutes les sources utilisées pour cette chronique sont à retrouver sur notre site. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Nous sommes de retour en plateau avec Sophie Orange, membre du SENS, le Centre Nantais de Sociologie, et de Sama Karaki, fondatrice du Social Brain Institute, docteur en neurosciences. Alors, on s'est fait un petit peu rattraper par le temps. Si vous souhaitez réagir à la chronique, je ne doute pas que vous avez peut-être envie de réagir à la chronique, on vous laisse quelques instants, quelques mots pour le faire. Peut-être Sama pour commencer. Oui, c'est sûr qu'il y a un récit à défaire qui est celui de la capacité, en tout cas l'étendue de la capacité que nous avons sur nous-mêmes
et en fait ce qu'on juge aussi du contrôle que les autres ont sur eux-mêmes. J'ajouterais juste une petite nuance que quand il nous arrive un échec à soi-même, on peut justement se libérer du contrôle et supposer qu'on subit le monde. On a beaucoup plus de facilité à le faire pour soi-même et on inverse ce phénomène aux autres. Et donc, nos réussites, on a plus tendance à les attribuer à soi-même, sous notre contrôle, et nos échecs, on se positionne comme victime. Et l'inverse se produit aux autres, pas n'importe quel autre, plus les autres s'éloignent de nous, ce qu'on appelle en quelque sorte le biais fondamental d'attribution. Et donc, en fait, peut-être qu'il est bien de rappeler que cette capacité d'empathie, qui est celle que la personne, elle le disait en disant suspendre le jugement. Je pense qu'en fait, l'empathie, elle est intéressante si elle commence déjà par suspendre le jugement. Et puis, je dis, tu vois, c'est-à-dire que de se projeter dans l'incapacité de savoir de quoi sont faits les autres et de quoi sont faits les parcours des autres. Mais en fait, c'est aussi conditionné par à quel point ces autres sont proches de nous. Et d'où d'ailleurs toute la problématique de la mixité sociale à l'école et aussi de la ségrégation qui se fait entre classes favorisées et classes défavorisées, qui finissent par créer vraiment un jugement très fixe et rigide des gagnants du système envers les perdants de ce système, donc les méritants qui jugent les déméritants comme étant des battus, et l'humiliation qui est subie par les battus parce qu'ils sont aussi séparés en fait des battants, et peut-être aussi, ce qui est d'ailleurs récemment analysé par un ouvrage qui vient de sortir, je pense qu'il s'appelle Trahison et vanité, quelque chose comme ça, je n'ai pas le titre, mais il est sorti cette semaine, et qui en fait parle du sentiment des transclasses. Ça veut dire ces personnes qui réussissent malgré en manigançant les circonstances défavorisées de leur vie à réussir les systèmes scolaires, et qui finissent aussi par être très attachés à l'idée de la méritocratie. C'est-à-dire que voilà, parce que justement, il y a ce récit de jeu à somme nulle dans lequel on perd ou on gagne. Donc c'est bien aussi peut-être de ne pas oublier peut-être on a beaucoup plus de compassion pour nous-mêmes et très peu de compassion pour les autres quand on a gagné. Et donc la méritocratie en cela devient vraiment quelque chose qui a beaucoup d'autocomplaisance pour les gagnants et beaucoup d'humiliation pour les perdants. Merci Sama. Alors peut-être pour conclure cette émission, on parlait là à l'instant d'empathie et de suspendre notre jugement. Donc cette émission, elle porte le doux nom de se délivrer du mérite. Est-ce qu'il suffit de prendre conscience des contradictions scientifiques colportées par ce concept pour s'en délivrer finalement? Peut-être Sophie? Non, je pense que ça va être plus compliqué que ça. Je suis désolée, je vais être peut-être pas très optimiste, mais oui, je suis désolée, mais le sociologue, il est là pour voir les problèmes, il les résout un peu moins bien. Non, la difficulté, en fait, c'est vraiment quel est le rôle qu'on assigne à l'école dans nos sociétés. Et effectivement, à partir du moment où l'école porte effectivement un discours méritocratique, mais n'a pas forcément pour fonction réelle de mener tout le monde au même niveau, mais plutôt de hiérarchiser. On a quand même une école qui est là pour créer des inégalités à la fin, créer des positions différentes à la fin, parfois même un peu plus tôt quand on met des groupes de niveau dès la 6e. C'était ma petite parenthèse politique. Voilà, là on va avoir un petit problème, et peut-être ce que je vais dire et qui ne va pas du tout régler non plus le problème, rappeler quand même que se pose cette difficulté dès l'entrée à l'école, en fait. Rappelez que tous les élèves ne rentrent pas sur la ligne de départ au même point. On a un système scolaire qui est fondé sur sur la valorisation de dispositions, d'aptitudes qui sont propres aux classes favorisées. Donc forcément, elle va favoriser les favorisés. Effectivement, c'est une culture de l'écrit, c'est la capacité à rester en place inactive très longtemps, et ça, c'est des choses qui sont transmises aux enfants des classes favorisées très tôt et beaucoup moins travaillées par les classes populaires. Donc voilà, l'école de la méritocratie, c'est l'école des classes supérieures malgré tout.
Est-ce que Sama, vous souhaitez réagir? Oui, enfin, c'est une métaphore peut-être qui démontre un peu l'absurdité du système. C'est de faire une compétition entre loin d'essentialiser, hein, mais je veux dire comme si on faisait une compétition entre des poissons et des oiseaux à la nage, par exemple, mais que c'est les poissons qui jugent aussi. Ça veut dire que c'est en quelque sorte ceux qui défendent l'école sont les gagnants de ce système, hein. C'est ça qui sont les gardiens de cette chapelle. Et donc, justement, après, il ne faut pas non plus pointer, comme je travaille beaucoup avec les instituteurs et les professeurs, c'est de pas leur porter la charge de la responsabilité. L'école, elle n'est pas que le corps enseignant, mais elle est aussi toutes les décisions politiques que subissent aussi ce corps enseignant. Mais je suis aussi pessimiste que Sophie, mais pas juste parce que l'école ne pourra pas répondre à cette promesse d'égalité des chances qui, en effet, commence même dans le cortisol présent dans le liquide amniotique, hein, dans l'utérus de l'enfant, qui est aussi une conséquence des conditions de vie et de conditions de grossesse. Et après, voilà, de toutes les facteurs qui vont continuer à le conditionner d'une manière différentielle. Mais c'est aussi qu'on ne peut pas résoudre ce problème sans revenir à la source qui est celle que les inégalités des conditions de vie existent. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de chercher des systèmes qui les neutralisent, il faut aussi qu'on ne perde pas de vue que le problème, c'est leur existence. Et que donc, qu'il y ait des sociétés qui continuent à créer une distinction et une séparation et en fait une invisibilisation en quelque sorte de ces inégalités en les naturalisant. Et pour peut-être boucler la boucle, c'est que la question du mérite, son danger, c'est de naturaliser ces inégalités, de les renvoyer à la biologie de l'individu, à l'effort de l'individu et à la volonté de l'individu. Et la première chose, c'est d'exploser ce naturalisme et de reparler des inégalités sociales en les sociologisant. Et donc, c'est en ça aussi que moi, en tant que biologiste, ce que je rajoute à l'immense travail qui a été fait par les sociologues, c'est juste pour dire qu'en tant que biologiste, on est d'accord sur le fait que le corps ne porte pas en lui-même l'explication des parcours et des trajectoires. Merci à Sophie Orange, professeure de sociologie à Nantes Université, et à Sama Karaki, docteur en neurosciences, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à Pierre Martin et Yeltaz Blandin, bénévoles au Labo des Savoirs, pour leur chronique. À la réalisation aujourd'hui, la formidable Sophie Potvin, une émission préparée par Jérémy Frexas et animée avec Julie Merlin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.